Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine, mais pas que, et de ses adaptations. Nous revenons 3 fois par mois avec l'ami Corentin, ici présent. Hello. Hello, ça va? J'ai été un peu rapide, pardon. Oui, tu m'as pris de court, mais ce n'est pas grave. Je ne t'en veux pas. C'est bien gentil, je te remercie. Donc je disais qu'on revenait avec toi 3 fois par mois pour vous faire un petit peu le débrief de tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des comics, de la pop culture. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. D'ailleurs, c'est une actualité très chargée, puisque vous le savez, nous sommes en pleine étape de finalisation de nos préparatifs des First Print Awards 2025. Alors on va en remettre une couche encore une fois parce que c'est important. Ne skippez pas, il y a le vote de la finale pour le prix du public qui est actuellement en cours et qui aura lieu jusqu'au dimanche 23 novembre 23h59. C'est hyper important de participer au maximum. J'ai les chiffres d'écoute de ce podcast. Vous êtes plusieurs milliers à nous écouter. Alors j'aimerais vraiment qu'on atteigne ce millier de votes, s'il vous plaît. L'année dernière, vous étiez 600 à avoir participé pour cette seconde étape. Ce serait vraiment bien qu'on arrive à avoir autant de gens, voire plus, puisque plus il y aura de monde, plus ça participe aussi à asseoir la légitimité de ce prix qui manifeste vraiment le plaisir qu'ont eu les lecteurs et lectrices à découvrir des comics entre nos 10 finalistes. Donc n'hésitez... Pour une fois qu'on vous donne la parole. Et qu'elle sera écoutée, et qu'elle sera écoutée, surtout c'est ça qui est le plus important, puisque ici il n'y a pas de 49.3, le vote, les résultats du vote sont pas de socialiste non plus. Non, effectivement. Mais donc, par rapport au prix du public, il y a Absolute Batman et Absolute Wonder Woman qui sont dans les 10 finalistes. Il y a le Batman et Robin année 1, il y a Beneath the Trees Where Nobody Sees, il y a Drome, Helen de Windhorn, La Guerre, le New Gods tome 1, Robin the Boy Wonder et The Moon is Following Us. Visiblement, il y a beaucoup de gens qui ont lu des trucs chez Urban Comics, mais pas que quand même. On a 3 autres maisons d'édition qui arrivent à s'en sortir là-dedans. Mais en tout cas, le lien est dans la description de ce podcast. Vous avez encore le temps de pouvoir voter, donc n'hésitez pas. C'est vraiment, voilà, ça vous prend vraiment littéralement 30 secondes. Et on a entendu les remarques sur le fait que c'était un Google Form, donc l'an prochain, on va mettre en place une solution qui ne nécessitera pas d'avoir un compte Google pour que vraiment, voilà, les réfractaires à ce système-là puissent également participer. Du reste, il y a aussi la billetterie qui est ouverte, puisqu'on vous rappelle que les First Print Awards, c'est le 5 décembre 2025 au CGR Paris à Porte des Lilas. Notre billetterie est ouverte, vous pouvez prendre votre billet, c'est seulement 10€. La place pour la perspective de passer une excellente soirée où non seulement il y aura des prix qui seront remis, mais on aura également des animations avec nos chroniqueurs adorés que sont Frédéric Sigrist et Splinter, mais aussi un troisième invité surprise. Il y aura une battle de dessin. Alors je crois que on doit les annoncer juste après ce podcast, donc je garde encore la surprise pour l'instant, mais il y aura une battle de dessin animée par notre camarade le Commis des Comics. Il y aura de l'émotion, il y aura du rire. On a une affiche incroyable qui vient d'être dévoilée par Viviane Dulac, notre marraine. N'hésitez pas à y jeter un œil. Elle est complètement zinzin. On est hyper fiers du travail qu'elle nous a fait. L'affiche sera également, carrément. Elle sera également en vente le soir même. On va l'imprimer en A3 et voilà, ça va être trop bien. Imagine dans 10 ans, quand on aura eu 10 affiches qu'on pourra exposer les unes à côté des autres. Ouais. On pourra faire. Mais moi, tu sais, moi, je pense à faire un autre truc, mais je crois que d'un point de vue monétaire, c'est pas possible de faire ça en grand nombre. Mais les NFT non, par contre des cartes. Des cartes sous-scellées de chaque poster. Très bonne idée. Oui, mais toi, ce sera pas pour toi, c'est juste pour moi. Je t'ai dit ça. Je crois que ça coûte trop cher à tirer vraiment en grand nombre, donc enfin que c'est pas du tout un truc pas que rentable. tu peux. Ouais, pas rentable quoi. Mais ouais, je me dis bien qu'un au bout de 30 ans d'édition là, t'auras un vrai. Ça sera peut-être un peu âgé dans 30 ans. Une vraie collection. Bah, si on est toujours là. Est-ce que t'auras encore le souffle pour le saxophone dans 30 ans? Bien sûr. Ah bon? C'est le saxophone, c'est ce qui fait que je te prends si t'en pratiques, justement, c'est ce qui fait conserver ton souffle. D'ici là, moi, je saurai enfin faire de la guitare, donc je pourrais t'accompagner. Exactement. On se fera une jam session en EHPAD. Donc, vous pouvez assister au First Print Awards. N'hésitez pas à prendre vos liens dans la billetterie qui est également dans la description de ce podcast. Et faites venir les gens que vous kiffez avec vous parce que vous passerez une bonne soirée. Donc, ensuite, du côté de l'actualité, juste un petit point, vraiment très, très bref, sans débat possible, puisqu'il s'agit de Mathieu Bablé. On ne débat pas du talent de Mathieu Bablé.
Le talent ne se discute pas. Et qui nous a régalé cette semaine. Alors on enregistre le podcast puisqu'il a dévoilé notamment les visuels qu'il a fait pour le set de cartes à collectionner Marvel Anthology de Panini, le fameux set où Corentin a failli s'étouffer dans son café en découvrant le prix. Mais en tout cas, voilà, si au moins ça permet de ne pas acheter le set puisque maintenant on sait à quoi il ressemble. Donc voilà, on n'a plus besoin de le posséder forcément puisqu'on peut déjà se le mettre en fond d'écran sur son téléphone. Mais en tout cas, voilà, il a réalisé un Beta Ray Bill et un Hulk façon Planet Hulk qui sont incroyables. Donc voilà, ça fait plaisir et surtout par contre beaucoup plus accessible. Il signera également une couverture du Daredevil Cold Day in Hell ou Daredevil Enfer glacé de Charles Soule et Steve McNiven qui arrive là d'ici la fin d'année. Vous le savez, Panini fait parfois des éditions prestige, donc en plus grand format avec dos toilé et tout ça. Et donc pour cette édition prestige de ce récit qui est un petit peu le Dark Knight Returns ou le Spider-Man l'Empire de Daredevil, tout simplement. Eh bien, ils ont demandé à 2 artistes de faire une couverture variante pour cette édition-là. Donc, d'un côté, Gabriele Dell'Otto, qui est un grand habitué des couvertures variantes chez Panini, mais également Mathieu Bablet, donc, qui signe une couverture Daredevil, sachant que Mathieu avait déjà collaboré avec Panini, il y a quelques années maintenant pour l'édition de luxe, enfin, la perfect édition du manga Planète, à l'époque, de manga de SF, grand manga de SF, donc forcément, on appelle un pro de la SF aussi pour faire ça. Donc voilà, ça arrive, d'ici le mois prochain, il me semble, donc n'hésitez pas à passer commande. C'est sur le site de Panini, c'est une variante qui est exclusive à Panini pour le coup, à voir si après ils rendent des exemplaires disponibles auprès des libraires qui les commanderont, mais vous avez également, allez, je vous mets le lien dans la description pour vous faciliter la tâche. Ensuite, Corentin, juste du côté de Panini ici, on a une grosse annonce pour en tout cas, c'est le fait que les comics Disney qui sont publiés chez IDW arrivent, Dynamite, pardon, excuse-moi, arrivent à leur catalogue, et il y en a même d'ailleurs qui sont déjà là puisqu'ils ont commencé avec les comics Zootopia 2, Zootopie, puisqu'il y a le deuxième film qui doit arriver très prochainement, mais surtout la perspective qui est peut-être plus intéressante pour nous et pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a Gargoyles qui a été annoncé dans ce programme-là, et donc qu'à terme, on peut aussi espérer avoir le crossover Fantastic Four Gargoyles. Oui, tout à fait. Après, c'est pas très étonnant dans le sens où de toute façon Panini est un client, j'allais dire, un partenaire privilégié du groupe Disney pour le marché français et européen en général, avec les comics Marvel, avec les comics Alien, avec les comics Predator. Puis avec tous les albums de stickers et tout ça qu'ils font sous licence Marvel aussi et Disney depuis longtemps. Donc effectivement, le fait est que, comme on le dit régulièrement, Dynamite, c'est une boîte qui généralement soit traite des personnages libres de droit, soit en partenariat, enfin en contrat de sous-traitance ou de location avec d'autres partenaires, avec Warner Bros notamment pour les licences de Hanna-Barbera et avec Disney depuis quelques années. Pour effectivement, donc c'est pour ça que Arnaud a dit IDW. Avant, c'était IDW qui faisait ces projets-là. Et Dynamite a récupéré le contrat. Alors, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais donc ils ont plusieurs titres, plutôt tournés jeunesse. On va pas se mentir. Là, en l'occurrence, évidemment, les licences que sont Zootopie, Scar. Donc Scar, c'est le roi lion. Maleficent, Maléfique, La Belle au bois dormant. Qu'est-ce que j'oublie Lilo et Stitch. Et donc effectivement les gargouilles. Tout ça, grosso modo, la participe un peu d'une même offre qui donc est tournée plutôt vers les enfants. Il y a la série des Disney Villains, donc qui revient sur les origines ou le parcours des grands vilains de l'univers Disney animé. Il y en a sur Hades, il y en a sur Scar, effectivement. Zootopie et Lilo et Stitch, en l'occurrence, c'est plutôt sur les personnages principaux. L'avantage quand même, c'est que c'est généralement des scénaristes un peu talentueux, notamment Jeff Parker, je crois que c'est lui qui a fait la série Zootopie chez Dynamite. Bon, au niveau artistique, c'est un peu plus contrasté. C'est beaucoup des artistes maison chez Dynamite, qui est pas connu pour être la boîte qui a les meilleurs dessinateurs. Et du côté des Gargoyles, voilà, c'est quand l'histoire est connue aussi, c'est le dessin animé que Disney avait produit. Je crois que c'était déjà pour la Disney Afternoon à l'époque, pour faire concurrence ou en tout cas surfer sur le succès de Batman TAS, qui était un très très gros marchand de jouets à l'époque. Batman TAS, tout le monde a eu les figurines, les Batmobiles, et en fait, Disney était un peu pas jaloux, mais à l'époque ils avaient pas Marvel, donc ils ont dû un peu se retrancher vers leur propre série animée pour adultes entre guillemets, en tout cas avec des thématiques plus adultes, une tonalité plus sombre et des vraies intrigues complexes, nocturnes, etc. Donc c'était vraiment une sorte de concurrent de TAS. Il y a beaucoup d'anciens de Batman TAS qui ont d'ailleurs travaillé sur le dessin animé Gargouilles, c'est pour ça qu'il est culte, les Gargoyles et les Gardiens de la Nuit, ou les Guerriers de la Nuit, enfin les Gargoyles quoi, grosso modo.
C'est pour ça qu'il est devenu culte aujourd'hui, même s'il n'a duré que 3 saisons. Alors pour cette génération effectivement de consommateurs qui a connu la série animée en direct à l'époque, effectivement Dynamite c'est indépendant en l'occurrence du contrat qu'ils ont avec Disney pour les licences précisément des films d'animation, travaillé avec le créateur original, en tout cas l'un des créateurs, Greg Weisman, sur de nouvelles séries Gargoyles, dont une en 12 numéros, puis après qui a été relancée avec un nouveau volume, et des mini-séries ou des micro-séries, voire des numéros spéciaux sur des personnages précis de ce groupe-là, effectivement pour relancer un peu la marque, ou parce que le film sortait cet été aussi, on va pas se mentir. Disney a validé avec Dynamite un crossover de 1 numéro entre les Gargoyles et les Fantastic Four, que je vous avoue humblement, je ne l'ai pas lu parce que j'avais d'autres trucs à faire. Donc voilà, c'est la même boîte. Donc comme tu dis Arnaud, effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas le publier en France. Bon, pas mentir non plus, moi je suis pas parent encore, j'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. Donc les albums pour les enfants comme ça, on en a déjà beaucoup sur le marché français. De fait, ça reste la licence Disney, donc oui, stratégiquement c'est important pour Panini Comics. Ce sera toujours de gros vendeurs de toute façon. Disney, c'est les babysitters préférés des parents depuis 80 balais, donc évidemment que en BD ça peut aussi très bien marcher. Mais oui, les séries je les ai feuilletées un peu, graphiquement c'est pas extraordinaire. Ça s'adresse plutôt aux petits. Zootopie c'est quand même un peu mieux écrit parce que c'est quand même, c'est de l'humour transgénérationnel, Zootopie. Donc c'est déjà disponible là pour le premier album de Zootopia qui tombe le 19 novembre, donc aujourd'hui. C'est ça, on est le 19 là. Et voilà, je n'ai plus grand chose à dire. Donc Kiko, je vais te rendre la main, donc n'hésite pas à préparer une sortie en bonne et due forme. Il a récupéré le micro, c'est bon. Tout à fait. Au travail en même temps, Et là, ça s'arrête jamais sur Fast Et là, oui, parce qu'on vous prévient aussi à ceux qui se demandent, on va pas faire de sujet FIBD dans ce podcast comme on ne l'avait pas fait dans le dernier front page. Pourquoi? Parce qu'en fait, la situation évolue tout le temps, tous les jours. En fait, il se passe quelque chose de nouveau. Si vous suivez les articles sur comicsblog.fr, vous aurez, je pense, quand même un panel assez étendu de la situation. Et notamment, vu le nombre d'articles fait depuis le 8 novembre dernier, en fait, il y a vraiment presque un article par jour. Et même là, alors on enregistre ce matin, Libération annonçait que le festival n'aurait pas lieu. Une heure après, il y a 9e Art Plus qui fait un communiqué de presse pour dire que, en fait, si, le dialogue se poursuit, donc on dément ce que dit Libération. T'as le SNE qui sort son propre communiqué où t'as l'impression qu'ils disent pas s'ils viennent ou pas, donc on sait pas trop ce qui se passe. Donc voilà, en fait, même un article publié à l'instant T devient presque caduque l'heure d'après. J'espère que vous avez pris la clause annulation pour Airbnb. Oui, après Airbnb, techniquement, en général, tu peux annuler jusqu'à 2 jours avant sans frais quand tu fais des choses comme ça, quoi. Mais effectivement, donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle. On fera forcément un grand point quand le point final, quand même, de qu'est-ce qui va se passer pour l'édition 2026 sera là. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'édition 2027, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont mises en place avec le boycott / girlcott bienvenue des autrices et auteurs suivi avec plus ou moins, je pense, de slash quoi t'as dit, slash girlcott, ouais, c'est-à-dire quoi? C'est pour dire boycott mais avec girl à la place. Ouais, j'ai pas compris. C'est un mot qui existe depuis le 19e siècle et qui a été repris en fait là-dessus, notamment parce que t'as un collectif de 285 autrices qui a vraiment voulu acter. Il y a MeToo BD aussi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est un ensemble. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est un point qui est ultra, tout à fait, ultra long à faire et j'aurais pas, il faut que je séparer, je pense même pour éventuellement Oui, mais moi j'aimerais bien inviter, s'entendre. Suivez les travaux de Marius Chapuis chez Libération et surtout, de Lucie Servin à l'Humanité et je pense que c'est vraiment l'enquête initiale de Lucie en janvier 2025 sur le FIBD qui a permis en fait tout ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à leurs médias respectifs. Il y a des offres à bas prix qui permettent de suivre ça sans trop se ruiner parce que leur travail est fondamentalement hyper important. Nous on ne fait que relayer ce que font ce que j'appellerais les premières de cordée, faute d'expression plus malheureuse. Tu es passé à l'ennemi? Exactement. En fait, je suis macroniste. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Ah, il y en a marre des auteurs. Ils se plaignent tout le temps. Au travail. Allez, c'est ça. Faut aller faire des petits Mickey si tu veux gagner ta vie. Allez, Corentin, du coup, tout ça pour vous dire donc que l'édition 2026 du festival est
très certainement compromise, mais on préfère attendre pour vous faire vraiment un débrief pour pas juste que ce qu'on raconte dans cet épisode soit complètement obsolète dès l'épisode d'après. En général, ça arrive des fois, mais pas forcément d'un épisode sur l'autre. Comme quand j'avais dit qu'il y aurait dissolution et que le podcast est sorti 3 semaines plus tard. Exactement. Bah ouais, ça, ouais, c'est ce genre. Mais il y avait 3 semaines. Il y avait 3 semaines de Batman, mais c'était de ma faute. Je l'avais mis en ligne beaucoup trop tard. Mais du côté de la VO, par contre, il se passe pas mal de choses. Mine de rien, on a eu pas mal on a eu des annonces, du côté, justement, de IDW cette fois, le Rocketeer, qui a droit à une nouvelle mini-série, très chère, Corentin. Oui, je veux bien que tu me retrouves le dessinateur ou la dessinatrice, s'il te plaît. Bien sûr. Côté scénario, c'est John Lemon, ce qui est plutôt amusant puisque, en l'occurrence, ça va être à nouveau un récit d'île façon Triangle des Bermudes, donc ce qu'il avait déjà fait avec le projet Bermuda, qui a été édité récemment chez iComics. On en avait parlé dans Back Issues, et je pense que c'est pas innocent dans le mesure, en fait, l'éditeur a probablement dû lire ce projet et dire, ah tiens, ça pourrait faire un bon truc pour ce qu'on voulait justement nous réaliser. Donc Rocketeer, pour le rappel, c'est une création de Dave Stevens, le regretté Dave Stevens, qui nous a quittés en 2008, qui effectivement, voilà, un héros totalement fictif dans le sens où il était pas présent à l'époque, mais qui est là pour en fait imaginer ce à quoi aurait pu ressembler un super-héros avant Superman, à l'époque de l'aviation civile, des spectacles de barnstormers, des spectacles de cirque, des spectacles de cascades volantes entre guillemets. Et en l'occurrence, c'est Cliff Secord qui va trouver un jetpack qui lui permet de voler, voilà, tout simplement, et de combattre les nazis, les espions russes, les ennemis de l'Amérique, dans des histoires très tarte aux pommes, très très âge d'or des États-Unis de l'entre-deux-guerres, qui a eu un vrai succès populaire et qui a ensuite inspiré justement beaucoup d'autres dessinateurs qui sont passés dans le sillage de Dave Stevens à faire un peu du Rocketeer à leur tour, particulièrement quand IDW a récupéré la licence après la mort de l'auteur, et que de nouveaux projets ont été amorcés avec du Darwin Cook, avec tout ce qu'on connaît ensuite. De ce qui se dit, enfin de ce que IDW promet, il s'agirait là en l'occurrence d'une idée que Stevens aurait eu de son vivant, mais à cause de, alors je sais plus si c'était la sclérose en plaques ou merde, comment ça s'appelle cette maladie? Enfin, il avait une maladie dégénérative grosso modo qui fait qu'il n'a pas pu travailler autant qu'il l'aurait dû. Et donc effectivement, il aurait lui voulu mettre cette histoire-là en image, mais il a pas pu le faire parce qu'il était plus en état de travailler. Donc il s'agit d'une idée qui va mettre en relationnel le réel et le fictif, dans le sens où c'est Rocketeer qui va croiser la route de Amelia Earhart, donc une vraie aviatrice de l'histoire des États-Unis, qui est connue pour avoir été la première femme à avoir traversé l'océan Atlantique toute seule dans un vol d'avion, et qui a battu beaucoup de records de vol, beaucoup de records d'altitude, beaucoup de records de traversée, en tant que pionnière justement des femmes pilotes, et dont l'avion a mystérieusement disparu à la suite d'une de ces expéditions, un petit peu comme Saint-Exupéry, c'est l'exemple que moi je donne parce que on a bien ce référentiel là en France. Donc là effectivement, Dave Stevens aurait imaginé que Rocketeer parte à la recherche de Amelia Earhart et la trouve donc probablement sur une île qui ressemblerait un peu au Triangle des Bermudes et au fameux mythe de l'île perdue sur laquelle tous les avions se seraient échoués, etc., etc. Donc c'est John Lemon au scénario et au dessin. Par Jacob Edgar. Voilà, Jacob Edgar, effectivement, qui avait fait la très bonne série Plastic Man No More avec Christopher Cantwell. Donc quand même une belle équipe créative. En plus, lui, il a un dessin qui fait justement un peu cartoon et qui pourrait très bien fonctionner avec l'ambiance et l'atmosphère du Rocketeer. Toujours un beau... Enfin, c'est pas la licence la plus exploitée chez IDW. Clairement, les Godzilla et les Tortues Ninja de ce monde ont la priorité dans la production de flux. Mais quand ils font du Rocketeer, généralement, ils le font bien. Il n'y a pas toujours la qualité qu'on aimerait avoir sur les comics de licence. D'ailleurs, est-ce que le Rocketeer est une licence? C'est encore débattu. Mais techniquement, voilà, il y a toujours ce respect envers Stevens, envers sa contribution, son univers qui est toujours assez unique, et le fait de vouloir comme ça, voilà, sauver un peu les dernières idées que Stevens avait eues avant de partir, avec une équipe créative compétente, c'est plutôt, je trouve, un chouette projet. En sachant évidemment que Delcourt a réédité récemment Rocketeer, la cargaison maudite, donc Rocketeer and the Cargo of Doom de Mark Waid et Chris Samney. Si vous voulez du Rocketeer entre guillemets moderne, ça a plus de 10 ans mais c'est toujours un peu moderne en comparaison de la BD originale qui était publiée dans les années 90, et que je pense que le Rocketeer classique est toujours disponible à la vente d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est la fin de ce petit point Rocketeer. Très bien. Je vais encore dire une fois Rocketeer.
Yes. Voilà. Merci beaucoup, Corentin. De toute façon, on va continuer sur les annonces de comics qui ont été faites en VO. Alors, du côté des monstres, c'est Tyler Boss, dont on parlait il y a pas si longtemps, il me semble. Alors, est-ce que le Back Issues a vu le jour? Je crois que oui. Si, il est sorti. Ouais. Il est sorti, ouais. Donc, qu'on a vu, parce que c'est un très bon dessinateur sur la série C'est où le plus loin d'ici. En anglais, c'est What's the furthest place from here. Disponible chez Casterman de Tom. Et donc là, il sera au scénario, par contre, avec. Bah oui, parfois les gens dessinent et écrivent. Il est co-scénariste sur C'est où le plus loin d'ici, et ça se ressent. Il a aussi écrit tout seul Dead Dogs Bite. Oui, tout à fait. Dead Dogs Bite, donc la morsure du chien mort, qui a pas été édité en France, je crois, mais qui est une super série. Si vous êtes fan de David Lynch, je vous la conseille. Donc, Tyler Boss, qui s'associe à Martin Simmons, le dessinateur de The Department of Truth et de Dracula, justement, chez les Universal Monsters de Skybound. Donc, qui est de retour pour que l'audio s'occupe du fantôme de l'opéra, Corentin. Oui. Le premier film date de 1925 de Rupert Julian, et c'est une adaptation d'un roman français. Par Gaston Leroux. C'est pas mal. À peine 15 ans après son édition en sériel, d'ailleurs. C'est un film qui a mis très peu de temps à se faire, compte tenu de l'état du cinéma à l'époque, en plus. Donc, le fantôme de l'opéra, pour rappel, c'est donc l'histoire d'un fantôme dans un opéra. Et voilà, c'est la fin. Point. Il n'y avait pas de piège. C'est l'histoire, donc. Parce qu'en fait, ils auraient pu faire, en fait, c'est le fantôme de l'opéra, c'est un tyrannosaure, dans une église. Et du coup, tu fais, mais ça n'a aucun sens, votre de l'opéra de Paris, dans laquelle une jeune cantatrice est embauchée pour chanter l'opéra Faust. Donc, l'opéra de Faust, l'adaptation en opéra de la pièce, mon Dieu, Goethe. Goethe, ouais, il me semble, et voilà, elle chante très bien, et ça, c'est écrit, entre guillemets, se juxtapose d'une série d'accidents graves qui, justement, frappent les membres de la troupe. Un lustre qui s'effondre, une disparition inexpliquée, etc., qui serait provoquée par l'existence d'une sorte de Quasimodo, donc une sorte de monstre qui entrait les couloirs et les lieux secrets de l'opéra de Paris. Le monstre en question, c'est le fantôme de l'opéra, Eric, qui a été défiguré, et qui maintenant recherche un petit peu la vengeance, et qui va enlever justement la cantatrice parce qu'il tombe amoureux d'elle avec sa voix. Voilà, c'est un mythe très classique qui effectivement emprunte beaucoup à Faust et qui a été donc adapté à plusieurs reprises, notamment par Brian De Palma pour Phantom of the Paradise, qui est une version opéra rock de Phantom of the Opera, et qui pareil regarde très très avec beaucoup d'insistance dans la direction de l'œuvre de Faust, enfin de l'œuvre de Goethe, pardon. Donc c'est cool, enfin franchement c'est une super équipe créative pour un personnage qui a quand même été un peu disparu récemment. Encore que dans un podcast précédent, on parlait d'une autre adaptation du fantôme de l'opéra, qui était pareil un très gros hommage, qui était annoncé chez qui déjà, putain de merde. Ah, c'est pas grave. Mais il y avait une autre adaptation. Ça me dit rien, mais c'était très récent. Okay. Et justement, les créateurs avaient appelé leur fantôme de l'opéra l'avait appelé Éric Leroux, en hommage à Gaston Leroux et à Éric. C'était pas chez Onipress? C'était chez Onipress. C'était complètement chez Onipress. Ça me dit quelque chose. Et voilà, donc c'est quand même assez rigolo de voir la juxtaposition des deux trucs. Spirit of the Shadows. Spirit of the Shadows, absolument. C'était ça, ouais. Qui avait l'air un peu plus cartoony, parce que Simmons aussi, l'avantage, c'est que t'as ce coup de crayon, enfin ce coup de pinceau en vérité, à la Bill Sienkiewicz, à la Duncan Segredo des débuts, vraiment Vertigo, quoi. C'est un projet qui fait très Vertigo, en plus avec l'équipe créative. Ils promettent une vraie réinvention, et on a bien vu que Skybound avait toute licence pour réinventer les grandes franchises de Universal et du cinéma d'horreur en général. Frankenstein, enfin celui qu'ils ont fait, quoi qu'il soit pas super intéressant malheureusement. Le Michael Walsh n'avait rien, enfin c'était une vraie histoire originale et tout. Et la créature du lac noir de Ramvé et Dan Waters n'avait absolument rien à voir avec le film de 54. Donc franchement, très bonne nouvelle. Moi, tout ce que fait Martin Simmons m'intéresse, évidemment. Mais c'est vrai qu'avec le Dracula qu'il avait dessiné pour James Tynion IV, on avait remarqué quand même un petit refus d'obstacle. C'était une vraie franche adaptation qui avait pas beaucoup plus d'intérêt que ça. Là, ils ont les moyens de réinventer cette figure-là qui est super intéressante, tu vois, parce qu'il est au carrefour des mythes du vieux Paris, du côté un petit peu justement les bâtiments hantés, la créature un peu, comment dirais-je, surhumaine, le tragique, et puis ça peut être une très belle BD aussi. C'est très poétique, très dramatique et tout. Donc voilà, franchement, moi, et puis j'ai très confiance en Tyler Boss en général. Moi, je pense que le mec est un peu dans les ombres, son mauvais jeu de mots, justement, par rapport à ce qu'il est capable de faire. Et il commence petit à petit à prendre un peu plus d'importance. Donc, le fait qu'il soit assigné chez Skybound pour faire
un comics quand même de belle envergure comme ça n'augure que du meilleur pour la suite de sa carrière. Ouais, puis les premières planches dévoilées sont vraiment superbes, quoi. Bah oui. C'est en termes d'ambiance, tu sais, enfin, il est complètement à l'aise dans ce genre de choses, quoi. Donc, c'est vraiment le type de récit sur lequel je le mettrais, quoi, les trucs de hanté, de fantômes, Exactement. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool de l'avoir là-dessus. Donc ça sortira en début d'année prochaine, puisque là, toutes les annonces dont on vous parle, c'est en fait tout simplement les maisons d'édition qui commencent à dévoiler leur programme pour le mois de février 2026. Donc ce sera en plus édité très certainement chez Urban Comics après, et ça, il y a pas trop de doute là-dessus, hein. Et pour l'instant, ils ont pas fait l'impasse. Il y a le Frankenstein de Michael Walsh qui vient de sortir. J'imagine qu'après ils feront aussi là, c'est franco-français, tu vois. Enfin, c'est pas des Français qui le font, mais c'est un personnage qui nous appartient, notre imaginaire collectif. Oui, c'est sûr. Local. Oui, mais de toute façon, ils ont un contrat qui à mon avis fait qu'ils vont tout publier, hein. Et là, il y a juste la momie et l'homme invisible. Ouais. Et après, on passe directement au fantôme de l'opéra. Donc, à voir la suite des opérations concernant le futur des Universal Monsters. Mais il y a un autre projet qui revient également, Corentin, du côté de la VO, et c'est chez Dark Horse que ça se passe avec The Skinless Man, qui est donc la seconde brique dans la grande maison que sera peut-être les Lands Unknown, ce fameux univers partagé de Mike Mignola et Ben Steinbeck. Et c'est justement Ben là qui nous fera The Skinless Man. Alors brique, faut le dire vite. Brique. Ouais, tu vois, c'est très facile. Quand c'est juste une seule syllabe, c'est facile, quoi. Parce que en fait, c'est encore une fois une micro-série en 2 numéros. Mais parce que Corentin, je me permets de te couper, mais cet univers ne sera fait que de micro-séries, en fait. Oui, non, je veux dire, le projet Lands Unknown, c'est un roman graphique. Je te le refais. Pas mal. Tu vois. C'est un roman graphique, et le prochain... roman graphique. Bah si, c'est un roman graphique, c'est littéralement publié directement au format album, il n'y a pas de prépublication par numéro. Oui, et mais t'en as quand même pour ton pognon au niveau quantité, tu vois. Après, le Bowling with Corpses de mémoire, c'était un one shot, techniquement, ça n'a pas été publié en cartonné, quoi. Si? Bah, il me semble. T'es sûr? Je suis presque sûr. Moi, je suis pas certain, hein. Moi, je suis pratiquement sûr. Et même si ça a été publié, je suis presque exactement certain. C'est un collectif de petites histoires, quoi. C'est parce que c'est pas un truc à l'envergure de ce qu'on appelle d'habitude le roman graphique. A priori, le prochain tome, là, sur le mec qui cherche la vérité des dieux anciens, façon Lovecraft et tout, sera encore un roman graphique. Donc, c'est comme ça que Mignola l'a annoncé. De 104 pages, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. On a quand même pour l'équivalent de 3 à 4 numéros en bourrant un peu. 100 pages, je veux bien, mais c'est vrai, c'est compliqué de voir la dimension grande de Bowling with Corpses quand c'est quand même juste un ensemble de petites histoires. T'as pas aimé, toi, aussi. Mais c'est pas que j'ai pas aimé. Si, t'as pas aimé, dis-le. Non, t'aimes pas Mike Mignola. J'ai pas aimé, c'est juste que je trouve ça. Tu détestes Mike Mignola? Je pense qu'il devrait mourir. Non, pas du tout. Ça ferait de la place dans l'industrie. Tu me l'as dit l'autre jour, tu m'as dit, lui, franchement, sur côté. J'ai jamais dit ça. Franchement, c'est pour les branleurs. Oui. Qui lisent des bouquins contre les gens avec les larmes à l'œil et tout. Enfin, tu m'as dit ça vraiment. Oui, ça doit être un truc comme ça. Après, tu m'as frappé. Oui. Tu t'as insulté un handicapé qui passait. Enfin, bref. Oui, parce qu'en plus, je serais tout à fait à même de pouvoir te frapper, Corentin, on le sait bien. Vu ma grande corpulence et musculature. Avec ta planche de skateboard, tu vas l'arrière de la tête. Ça, ça peut faire très mal. Non, mais blague à part, je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est plus le fait qu'ils ont annoncé ce nouvel univers-là il y a 2 ans maintenant, et qu'à l'époque, Steinbeck était déjà au travail sur ce projet-là. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus copieux, on va dire, mais c'est pas gravissime. Ça reste Ben Steinbeck, et de toute façon, c'est leur univers, donc ils ont les moyens de production, ils font bien exactement ce qu'ils veulent. Là, en l'occurrence, The Skinless Man, donc c'est en 2 numéros. Le résumé, pareil, est un peu vaporeux. J'ai l'impression que ça va être très constant pour cette ligne de comics. C'est qu'ils ont pas envie, en fait, de prendre les gens par la main. Ils ont pas envie d'expliquer clairement la démarche de ce qu'ils entendent proposer. Donc, on nous explique que c'est un voyageur qui, et comme souvent, d'ailleurs, pareil, chez Mignola, il y a toujours un voyageur, chez Mignola, je suis dans cette comment dirais-je, dans ce moule de création originale. Un voyageur qui arrive dans un château où il y a des sorcières et des magiciens pour se réfugier d'une tempête. Sur place, il va entendre parler d'une créature qui massacre les gens, une créature sans peau, et point. Et on sait pas trop qu'est-ce qui va arriver ensuite. Ça va être un bain de sang, ok, très bien, mais comment, pourquoi? Steinbeck présente plutôt le truc comme de l'horreur. Et c'est assez intéressant parce que Steinbeck, il a toujours évolué un peu dans l'ombre de Mike Mignola. C'était plutôt son dessinateur jusqu'ici, sur Frankenstein, sur Baltimore, et on sait qu'il peut écrire des histoires tout seul. Il l'a prouvé avec Orbone's Dust, Poussière d'os en français, qui est publié chez Delcourt aussi. Et il a aussi d'ailleurs cette tonalité très peu
très peu pédagogique en fait avec son approche du récit, c'est-à-dire que c'est vraiment à toi de recoller un peu les morceaux. T'auras pas un truc classique et c'est comme ça, c'est normal, il faut s'habituer. T'es là pour l'ambiance, t'es là pour l'imaginaire, t'es là pour les créatures. T'es pas là pour avoir un début, un milieu et une fin. Donc c'est plutôt cool en tout cas que ça y est, Stan Beck participe enfin à l'édifice des contrées inconnues. Je dis ça aussi parce qu'il y a je dirais pas de l'aigreur, mais à côté, tu vois, Mac Mignola fait un récit avec son frère sur la famille de Hellboy en 2 numéros et Léonide le vampire qu'on va pas traiter aujourd'hui parce que ça a pas vraiment beaucoup d'intérêt vu qu'on sait pas vraiment à quoi la série doit ressembler. Il y a eu que 2 numéros spéciaux il y a 3 ans. Là, ça a été annoncé pour revenir et encore une fois, c'est en 2 numéros. Moi, j'ai l'impression un peu que cette équipe créative s'éparpille un peu, enfin, tous les sbires de Mignola et lui-même s'éparpillent un peu avec plein d'envies, plein d'idées, plein de trouvailles, et que du coup, et c'est aussi une critique que tu avais adressée à Lands Unknown, ça paraît peu concentré en fait. T'as l'impression qu'ils se font beaucoup plaisir. C'est très caprice d'auteur. Mais par contre, derrière, si t'adhères pas directement à la proposition, tu peux trouver ça un peu chiche en contenu accessible, quoi, on va dire. Donc c'est pour ça, moi, j'aimerais bien et je comprends très bien qu'après le parcours qu'ils ont eu, ils ont le droit de se faire ce genre de caprice. Ils ont plus envie de transiger. Stan Beck comme Mignola, et quelque part Baltimore, c'est par exemple, c'est très accessible. Baltimore, il y a un début, un milieu, une fin. C'est super cool. D'ailleurs, l'idée de Baltimore, c'est édité en 2 intégrales chez Delcourt. C'est hyper bien si vous aimez les vampires, justement. Là, voilà, je demande à voir un peu où tout ça va nous mener, ou si ça va vraiment être juste on se fait plaisir tant que ça dure, et voilà, tu vois. Parce que moi, j'aime bien le côté Silmarillion, le côté contes et légendes, cartographie, topographie, mythologie. J'aimerais bien, par contre, qu'on me raconte une grosse histoire centrale qui, du coup, servirait un peu de rampe de lancement. Tu vois ce que je veux dire? Genre une grosse mini en 6 avec des personnages, un récit, etc. Tout à fait. Corentin, on poursuit dans les annonces, mais cette fois-ci du côté de chez Marvel, puisque chez Marvel, il y a le Predator qui va revenir avec une mini-série qui s'appelle Bloodshed. C'est la fin des aventures dans l'univers Marvel et c'est le retour de nouveau à une mini-série plus cadrée, on va dire, qui reste dans l'univers Predator en tant que tel, donc sous label 20th Century Studios. Et qui est probablement lié à la sortie du film Predator, Into the Badlands, je crois. Badlands. Ouais. Into the Badlands, c'est une série AMC. Bah, avec un peu de retard quand même, quoi. Avec un peu de retard, mais je pense que comme ça a été un succès, pas inespéré, mais enfin, le film a bien démarré et c'était probablement un peu, apparemment, ouais. Pas non plus de fou, mais tu vois, je crois il devait démarrer à 20 millions, il a démarré à 40 millions, tu vois, donc, c'est un signal plutôt encourageant pour la licence. Après, il est possible aussi que Marvel avait commandé cette série et qu'au final, elle va être livrée en retard. On a vu que ça avait pu arriver, ça pareil, pour Deadpool et Wolverine, où tous les comics Deadpool sont sortis après le phénomène qui a été le film. Ouais, ce qui était un peu bizarre d'ailleurs. C'était très bizarre, ouais. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Peut-être qu'ils avaient pas prévu ou confiance, je sais pas exactement, mais bref. Il y avait eu beaucoup plus de Wolverine que de Deadpool, paradoxalement. L'été était très Wolverine, la rentrée et l'automne avait été très Deadpool. Donc là, voilà, je pense que ça a quand même un petit lien, parce que la marque Predator a pas été beaucoup exploitée chez Marvel. T'avais que les comics c'est Ben Percy, je crois. Ah, c'était pas ironique? Non, mais dans le sens en solo. Il y avait trois volumes 3 mini-séries par Ben Percy, il me semble, avec la chasseresse qui se retourne contre les prédateurs, qui va les chercher chez eux. Il y a les super prédateurs sur place, baston. C'était nul, ça, d'ailleurs. Je sais plus si c'était lui ou c'était Frank Thierry, je sais plus, moi. Bah, c'est l'un des deux. Enfin, c'est ces scénaristes de flux qui sont pas connus pour avoir une carrière très riche en dehors de ce qu'ils font. Non, mais non, Ed Brisson. Mais je confonds toujours Ben Percy et Ed Brisson. C'est fou quand même ça. Mais parce qu'ils ont été souvent sur des projets un peu similaires. Hein. Ouais, puis c'est très bagarre, flingue et tout. Donc bref, depuis effectivement le Predator a fait quasiment que castagner du héros Marvel avec Wolverine, Black Panther, Spider-Man et maintenant tout l'univers Marvel. Predator kills the Marvel Universe. Donc c'est cool parce qu'on se rappelle quand même que Predator c'est pas un héros Marvel. À la base c'est pas une princesse Disney. C'est une franchise à part entière, il peut tenir tout seul et il est pas du tout idiot de considérer que Predator peut continuer sa vie de héros solitaire. Donc là en l'occurrence, je crois qu'il va aller se frotter avec des combattants de free fight, enfin c'est pas précisé si c'est du free fight. Il va faire du MMA? A priori, ouais, mais c'est un peu la mode, j'ai l'impression. Ah, des tournois à la con là. Ouais, mais même tu vois, c'est en train de devenir très grand public, c'est comme dans Absolute Batman où ils te mettent du jiu-jitsu brésilien et où Batman a clairement fait du MMA et où
Waylon Jones est un ancien combattant de MMA et tout. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de petite frénésie. Ça devient mainstream maintenant, le MMA. Alors, je m'en plains pas, hein. Personnellement, j'aime bien le MMA, tu vois, donc il y a pas de raison. Là, effectivement, on t'explique que les puissances, les enfoirés, voilà, les enfoirés milliardaires ont décidé de proposer un très gros chèque aux combattants les plus puissants de la Terre pour les faire s'affronter dans un tournoi qui n'a pas été validé par les grandes organisations sportives de notre monde. Et Predator, qu'est-ce qu'il fait en général? Il cherche quel est le plus fort pour que je puisse le tuer. Il ramène un trophée dans ma caverne. Donc là, il se dit, bah voilà, très bien, c'est un tournoi. Donc du coup, je vais buter le plus fort. Et puis voilà. Donc il attaque l'arène où a lieu le combat. Et les combattants, classiques Predator, vont devoir s'allier pour essayer de trouver une solution, battre le vilain. Bon alors, je vais pas dire que c'est ridicule, parce que si Schwarzenegger a pas réussi à assommer le Predator avec des rochers en arc qui tirent des flèches explosives et des pièges, il y a peu de chances que tu lui fasses une Kimura ou un étranglement de bras-tête pour réussir à l'immobiliser. Hein. Predator, il fait quand même 2 mètres de haut, il pèse 800 kilos de masse musculaire, etc. Et puis il a des armes aussi. Peut-être pas être si premier degré, très cher. Non, mais je veux dire que c'est sur le papier, en fait, tu vois, ça fait très série B. Oui. Ça fait très on va mettre des high kicks au prix de tir. Non, bien sûr, ouais, enfin. Predator, il fume des commandos, tu vois. Il fume des commandos contre des Kalachnikov, tu vois. Donc bon, mais dans l'idée, par contre, c'est plutôt intéressant, ou en tout cas intelligent, parce que la force des bons comics Predator, c'est qu'en fait le Predator, c'est un disrupteur de code. C'est que tu le mets dans un truc qui est déjà préétabli. Donc par exemple Commando, enfin les commandos dans le premier film, c'était très Rambo, tu vois. C'est-à-dire que le premier film Predator, c'est homme musclé qui, avec son gros cigare et ses soldats qui ont tous un petit surnom rigolo, un petit gimmick rigolo, qui ont des très gros militaires, qui ont des très gros flingues, des très gros muscles. Donc comme les fictions de type, voilà, effectivement, tous ces films de la période de Ronald Reagan, où les États-Unis se sentaient un peu ragaillardis, envoyaient des mecs tirer sur des gens aux couleurs de peau variées. Et Predator, il arrive et il fait, ouais, mais c'est moi qui suis plus fort qu'eux. Dans le 2, c'est le flic dans la ville, tu vois, c'est la réponse à L'Arme Fatale, c'est la réponse au retour du cop movie un peu bresson des années 90, tu vois. Et en comics, on a eu plein de trucs comme ça. On a Predator contre les pirates, Predator pendant la guerre civile, Predator pendant machin, bidule, avec des plongeurs, avec l'armée soviétique, etc. Et donc, en fait, c'est ça qui marche bien. Tu prends un western, tu mets le Predator dedans, ça marche. Tu prends des pirates, tu mets le Predator dedans, ça marche. Tu prends des vikings, Predator, ça marche. Parce que les gens aiment bien avec le Predator, c'est quand il arrive et qu'il combat des guerriers un peu légendaires, tu vois, ou des codes de fiction très codifiés, oui, littéralement. Et là, l'idée, effectivement, de le mettre dans un truc de tournoi d'arts martiaux, voilà, c'est pareil, c'est un genre de fiction, tu vois. C'est le Predator va arriver et se savater avec Van Damme, grosso modo. Ce qui est rigolo, puisque Van Damme a failli jouer le Predator, pour ceux qui savent pas. Donc, mais il a même joué la première version du Predator dans le costume de mocap à l'époque. Donc voilà, c'est bien. Enfin, en tout cas, je trouve ça plus intéressant que Predator contre Spider-Man, qui était nul, cette série, mon dieu. Puis Vulgos, en plus, hein, c'est crado et tout. J'ai pas du tout aimé. Donc, chouette, cool, si vous êtes fan de la bête. Très bien. Et voilà. Bah, moi, je sais pas si je suis pas un grand fan des précédents volumes de Predator. Donc, je sais pas trop, vu la base du pitch que tu nous donnes, si ouais, elle tué des skateurs. Tu vois. Bah, du coup, Predator va sur une compétition de skate et les mecs décident de le tuer en faisant du ollie. C'est un peu nul. Bah oui, c'est un peu nul, mais c'est pas beaucoup moins. Oui, c'est sûr. Le mec du MMA. Bah, disons que c'est un peu plus de logique à le voir faire du MMA que du skate, techniquement. Attends, il a une armure et des griffes. Il a un blaster, le Predator. C'est ça qu'il peut surfer sur les cadavres de ses victimes. Bah... tu vois, là, il y a un truc à faire. Predator fait une compète de skate. Voilà, là, je suis chaud, moi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on pourrait l'imaginer comme ça. Mais, Corentin, du côté de Marvel aussi, la grande annonce des derniers jours, c'était le retour de Brian Michael Bendis chez eux. Wow. Il revient, c'est un peu Bendis is back, c'est comme le retour Kirby's back. Jack Kirby. Ouais, c'est ça. C'est le nom que tu cherches. C'est ça, c'était ça. Mais ça a l'air de démoraliser, là. Bah oui, mais parce que, mais parce qu'ils en font des pompes, alors qu'en fait, c'était exactement ce que j'avais dit dans un précédent front page, c'est il fait un backup sur Avengers 800. Voilà. En l'occurrence, avec qui en plus, je me rappelle même plus. C'est Mark Bagley, non, c'est pas Mark Bagley. Avengers 800. C'est même pas un numéro 800.
Non, c'est pas un vrai, c'est Avengers 34, je crois, en vrai. Mais donc oui, vu qu'il célèbre les 800 numéros de publication, ouais, c'est ça, c'est avec Mark Bagley qui viennent donc faire une histoire d'Avengers en plus du récit principal de Jen McKay et alors je sais plus qui c'est qui le dessine en ce moment, Farid Karami, je crois, un truc comme ça. Mais donc, est-ce qu'il faut s'exciter là-dessus, puisque non. Techniquement, ils disent que c'est vraiment ce backup, c'est le premier de plusieurs projets Marvel vraiment spéciaux dont Bendis fera partie, même si à mon sens, je vois pas trop en fait, mis à part des mini-séries ou d'autres participations à des numéros spéciaux, j'ai quand même beaucoup de mal à voir Bendis revenir vraiment à temps plein chez Marvel. Non, ça c'est très peu probable, à moins qu'ils mettent les ronds. Je veux dire, Geoff Johns était revenu pour faire la série de JSA, qui avait mis 1000 ans à sortir, je te l'accorde. Voilà, il a fait 10 numéros, puis il a fait non, en fait, je m'en bats les couilles et il est reparti, quoi. Ouais, mais c'était 10 numéros pour les fans de Geoff Johns, c'était JSA qui ont existé. Tu vois, je dis pas que c'était parce que moi, je n'ai pas grimpé au rideau à ce moment-là, mais. Ben non, il y en a pas. Tu pouvais pas. Il y a pas de rideau, c'est vrai. J'aurais pu grimper à le truc qui sert à faire les volets, là. Tu vois, tu peux. Oh, je l'aurais pété, je pense, mais bref. Ouais. Si Bendis revient pour faire, par exemple, je sais pas, moi, Punisher End of Days, tu vois, qui était le projet qu'il voulait faire après Daredevil End of Days, qu'il n'a jamais pu réaliser. On sait que Punisher va avoir son moyen métrage l'année prochaine et qui sera dans Spider-Man. Voilà, ça c'est un produit prestige que tu peux faire facilement avec le nom de Brian Bendis. Je pense pas que ce sera ça. À mon avis, ils vont le mettre sur du prestige, mais avec des plus gros personnages comme Daredevil, par exemple, encore. Miles Morales, peut-être Jessica Jones qui sera dans Born Again saison 2 aussi, tu vois. Il y a 1000 choses à imaginer. Il a eu un tel impact sur Marvel, en fait, ce gars, que tu peux le mettre sur le moins de personnages et ce sera signifiant, tu vois. Mais je veux pas être un peu blunt dans mes propos, mais est-ce qu'on en a pas juste plus rien à foutre de Bendis? Tu peux dire honnête, hein, c'est un mot français qui. Ouais, mais j'aime bien le côté blunt et aussi un peu plus dur, tu vois. C'est blunt, j'imagine autre chose, tu vois. Oui, c'est honnête, mais c'est honnête un peu rude, quoi. Mais est-ce qu'il a pas juste fait son temps et que, en fait, c'est une mauvaise idée de le faire revenir? Moi, personnellement, je pense qu'enfin, voilà, on a eu Ultimate Spider-Man, on a eu Daredevil, on a eu Avengers, New Avengers, on a eu plein de trucs bien de lui. On a aussi eu plein de trucs pas bien de lui. C'est ça. On a eu Jessica Jones, on a eu The Place aussi, qui était trop bien, tu vois. Mais c'est ça, enfin, moi, je n'attends plus quoi que ce soit moi, j'attends de découvrir le prochain Bendis de Marvel. Mais non, mais. T'attends plus. Tu dis que t'attends plus rien de Brian Bendis dans le présent? Non, chez Marvel. Ah oui, chez Marvel. Oui, mais ça, c'est. Chez Marvel, pour moi, il a fait, et c'est pour ça qu'il s'est barré, en plus, c'est qu'il disait lui-même qu'il avait fait le tour, de tout ce qu'il avait à raconter. Et pour le coup, c'est pas comme si c'était quelqu'un qui avait pas eu le temps de faire grand chose. Il a été l'architecte pendant des années, de tous les événements de Marvel. Il a littéralement écrit peut-être tous les personnages possibles et existants. Donc vraiment, pourquoi le faire encore revenir? Moi, je suis beaucoup plus curieux de voir quel auteur va se révéler comme étant le nouveau Bendis de Marvel plutôt que de se reposer encore. Je pourrais dire que Jed McKay est un peu devenu le. Il a pas encore la prestance de. Je déteste pas son Avengers, mais c'est pas du tout le niveau mais c'est pas de sa faute. Non. Mais tu vois, c'est pas plus que c'était de la faute de Jason Aaron. Le problème, c'est que là, les conditions ne sont pas réunies pour qu'un nouveau Bendis apparaisse. Dans le sens où à l'époque où Bendis était là, c'était Joe Quesada, puis Axel Alonso, et on sait qu'Axel Alonso, en plus, c'est lui. A priori, ça a fait partie des raisons pour lesquelles il est parti, c'est qu'en fait, Bendis travaillait mieux avec Quesada, hein, simplement, et que, en définitive, aujourd'hui, la raison pour laquelle on a du mal à voir de grandes nouvelles voix émerger, à part au niveau graphique, c'est que justement, l'éditorial prend trop de place sur le scénariste, enfin sur les scénaristes. Ouais, ou juste qu'il a des mauvaises décisions. Enfin, qu'il prend pas les bonnes décisions, parce que je pense que Quesada, il était impliqué aussi. Par mois, tu vois, c'était pas le cas à l'époque. Personne peut être très bon. En plus, McKay, il a Moon Knight, il a Avengers, il a encore un autre truc à côté, je crois. Donc le mec, il doit cracher 3 numéros par mois, c'est beaucoup, tu vois. Donc, mais après, je pense que tu te fais un peu une affaire de tout ça, alors qu'en définitive, on connaît ce genre de situation où le grand nom revient pour le projet. Enfin, c'est l'histoire de Garcenis chez Marvel depuis 10 ans. Hein. Je reviens, je fais une mini un peu. Vous mettez mon nom sur la cover en gros et après c'est un peu comme Miyazaki qui arrête le cinéma puis qui revient faire un film c'est le même, j'arrête, je quitte Twitter, je remets Twitter. Ouais. Mais tu vois, c'est je quitte YouTube. Effectivement, je quitte YouTube. Ouais. Effectivement, moi j'attends rien de Bendis sur Marvel non plus, en tout cas en canon. En revanche, je serais pas contre le voir exercer comme je lis Punisher End of Death. Moi j'étais intéressé par ce petit univers de héros vieillissants qu'il avait l'air de vouloir monter. Une mini-série Jessica Jones par Bendis, je suis pas du tout contre. Enfin, il y a que lui qui a vraiment, avec Gail Simon, qui avait réussi à faire 2-3 trucs. Non, le volume de Kelly Thompson n'était pas dégueulasse non plus. C'est vrai, tu as raison, tout à fait.
Il faut rendre à César ce qui est à César. Mais voilà, moi s'il voulait revenir juste pour ça, parce que c'est un peu le daron de beaucoup de personnages aussi chez Marvel, ça me ferait très plaisir. Comme effectivement, tu m'annonces un nouveau Daredevil par Bendis, même en mini-série prestige de 6 numéros, avec un bon dessinateur. Au hasard, Alex Maleev, pardon. Je vais pas te dire que je suis contre. Mais par contre, lui-même est rentré dans cette catégorie des auteurs qui n'ont plus rien à prouver. Et donc, il peut se permettre de choisir le projet qu'il va faire. Il aura probablement les coups des franches. Ça fera une grosse vente sur une période donnée. Mais sa priorité, elle est plus là. Sa priorité, elle est sur le Jinx World, sur les adaptations, sur toutes ces séries indé très peu mémorables à mon sens, mais qui continuent à sortir. Donc voilà, pour moi, c'est même paradoxalement, j'aimerais bien dire que c'est justement un peu un indicateur de panique à bord chez Marvel. On n'a plus assez de scénaristes vedettes et tout, mais en fait, c'est même pas vrai parce que ça, ils l'ont fait. C'est comme avec Capullo, tu vois. Ils ont des très bons artistes chez Marvel, mais ils ramènent Capullo parce que c'est Capullo et qu'il y a un côté on aime bien avoir des petites restas qui reviennent jouer dans le bac à sable avec nous de temps en temps, tu vois. Donc moi, je suis client de tout ce qu'il peut me proposer. S'il veut faire pareil un Spider-Man 3, pour la sortie de Spider-Man, encore une fois, avec Miles, Peter 616, Peter Ultimate, s'il y a encore une Terre Ultimate d'ici là, je suis pas contre non plus, tu vois. Enfin, je trouve que Bendis était meilleur était meilleur en mainstream de toute façon qu'en indé. Il a un peu le problème que Geoff Jones. Pour moi, c'est un mec qui est très bon sur certains formats précis, comme Jinx ou comme Torso. Mais en indé depuis là récemment, enfin Masterpiece, The Ones, je vois rien moi qui me chamboule autant que justement ces séries Marvel. Donc je prends. D'accord, très bien. On verra de toute façon ce qu'il en ressortira d'ici à ce que les prochains projets soient annoncés. Mais en attendant, ça leur faisait forcément un coup de pub aussi pour cet Avengers 800, puisque Marvel a pris l'habitude depuis maintenant beaucoup d'années de vouloir vraiment événementialiser tous les numéros possibles dès qu'ils peuvent avoir une sorte de numérotation anniversaire, des chiffres ronds, des chiffres en 50 et en 100, quoi. C'est ce qu'ils préfèrent faire, et donc ça leur permet à chaque fois de ramener justement des gens en plus. Donc on n'est pas trop surpris de cette annonce. Quand ils avaient dit que ce serait une équipe blockbuster du passé d'Avengers, il n'y avait pas trop de surprise sur le fait que ce serait Bendis. À voir de quoi il en ressortira par la suite. Et pour terminer le volet comics, une autre annonce, Corentin. Daredevil, justement, tu le mentionnais juste avant, il va avoir droit à un nouveau relaunch en mars 2026 avec Stephanie Phillips au scénario et le bon Lee Garbett au dessin. Oui, donc effectivement, pour celles et ceux qui n'étaient pas à jour, la série de Sola Dynamite s'est terminée le mois dernier avec Daredevil 25. Qui était en fait la conclusion logique pour un run qui, je vais être très franc, ne marquera pas l'histoire du personnage. Je crois qu'il y a plein de gens qui le détestent. Voilà, moi le premier, mais j'ai pas envie d'incriminer Sola Dynamite. C'est très compliqué d'être un bon scénariste de Daredevil quand on constate l'historique en présence. Et encore une fois... Et quel historique, je dirais même que peut-être qu'on aurait fait un podcast de 3 heures dessus. Tout à fait. Et encore, on a sauté beaucoup de choses. Parce qu'il y a encore plein de projets que moi, j'aurais aimé faire un appendice à ce podcast d'ailleurs. Parce qu'il y a encore Télécomics Electra qu'on n'a pas évoqué et tout. Mais peut-être plus tard, on verra. Mais effectivement, et puis aussi, encore une fois, piégé par l'éditorial. Quand Zdarsky y part, Daredevil, il est mort. Enfin, tu vois, c'est terminé. C'est la fin de l'histoire. Et là, en fait, non, Dieu a sauvé Daredevil, donc il va revenir il va devenir curé. Et ça, c'est typiquement la fausse bonne idée de tout relance, tu vois, tout relance, quand on dit, le héros a raccroché les gants. Point. Et tu dis, mais même sans beaucoup d'expérience, tu sais que ça va pas durer. Tu sais que c'est juste une façon de poser un nouveau statu quo qui sera que temporaire. Et qu'en fait, c'est ce qu'on appelle, du coup, les volumes de rebond. C'est qu'après un volume conséquent, souvent, t'as un volume de rebond qui sert simplement à péter le statu quo précédent, faire un tour complet et revenir là où on en était. Et je vais pas spoiler la fin du volume de Saladin Ahmed, mais on revient presque exactement où on en était avec Matt Murdock. Un truc que je peux évoquer, c'est que la relation avec Elektra a enfin évolué et qu'il a décidé de terminer sur un point d'équilibre. Donc pas un cliffhanger de type marions-nous, pas une rupture ni rien, c'est vraiment juste on s'aime, c'est comme ça. Il y a des dialogues qui sont très lourds d'ailleurs où Elektra lui dit je vois que tu penses à me baiser en ce moment et tout. Enfin c'est épais, hein, l'écriture de Ahmed, particulièrement sur ce volume-là. Oui, je te jure. Elle le regarde et elle fait, je sais à quoi tu penses. Je sais même à quelle position tu penses. Voilà. Il a été très critiqué, hein, ce volume. Il y avait le retour du costume noir aussi. Oui. Qui était très mal reçu. L'arc des Seven Deadly Sins avec Daredevil curé qui affronte les péchés capitaux. Oui, ça c'était... Enfin, il y avait plein de mauvaises idées. Très franchement, c'est une bonne chose que ce soit arrêté.
Stéphanie Phillips, moi j'ai rien contre. Non, moi non plus, mais c'est sûr que même si Lee Garbett, j'aime bien aussi son dessin, mais quand tu vois les noms, justement, par rapport à ta notion de volume de rebond, j'ai l'impression que c'est aussi un volume de rebond. Parce que là, c'est encore pire, c'est que c'est un volume pour patienter. De fill-in, ouais, vraiment. On attend Daredevil 700, qui est dans 10 numéros officiellement, et on attend... oui, c'est ça. Non, dans 13 numéros. 13 numéros, c'est dans un an complet, parce que là, il s'était arrêté sur Daredevil 687. Oh, alors c'est sûr. En gros, ça va être une mini en 12, avec un numéro 700 à la fin, et peut-être une relance dans la foulée par une équipe créative plus ambitieuse. Après, Lee Garbett, c'est ambitieux, hein. C'est un super artiste et compagnie. Stéphanie Phillips, moi je l'aime bien, en plus, tu vois, je sais pas, elle a fait Grimm, c'était cool, The Art of Eight Limbs, là où elle parlait de box tie, elle a fait de la box tie d'ailleurs, cette meuf. C'était cool aussi, c'est une des voix un peu des scénaristes féminines chez Marvel qui est fidèle, pareil, mais pour moi c'est pareil, c'est une autrice de flux. Elle a pas... Enfin, Grimm, tu me diras si quand même c'est un petit phénomène éditorial à sa façon. Mais en super-héros, j'aurais du mal à citer un truc qui m'aurait vraiment marqué au point de vouloir le relire ou quoi, tu vois. Donc effectivement, ça sent le surplace en attendant de faire mieux. Néanmoins, Stéphanie Phillips qui revient au moment où Elektra revient dans l'équation, Elektra qui est toujours la Daredevil féminine, donc la Woman Without Fear. Ça peut être très cool aussi. Ça peut être très cool justement d'avoir un volume qui serait peut-être pris sous l'angle de la romance, je sais pas, ça peut être sympa. Alors, enfin, en l'occurrence, le descriptif parle plus de tueurs en série et de violence urbaine, évidemment, c'est quand même Daredevil, tu vois. Mais à voir, après, moi, j'attends encore une fois un Immortal Daredevil par Alley Wing ou un truc comme ça, tu vois, un truc vraiment très ambitieux, très on pète les murs et compagnie. Sachant qu'en plus, Daredevil, c'est aussi une très bonne école de talent, dans le sens où les mecs qui arrivent dessus, comme Miller à l'époque, sont pas encore identifiés comme étant des vrais talents, mais comme l'univers est tellement perméable aux bonnes idées, généralement, c'est un vrai révélateur de gens qui pourraient ensuite amorcer un truc conséquent. Encore une fois, Brian Bendis. Ou même quelque part, Chip Zdarsky. Zdarsky avant, c'était quoi? C'était Superior Spider-Man. Non, qu'est-ce que je raconte? Spectacular Spider-Man. C'était Kitty Pryde. C'était il y a Howard the Duck quand même, qui était une super série pour le coup. Mais voilà, c'était pas un scénariste de haut profil. Maintenant, voilà, c'est le mec de Captain America, tu vois. Donc, je pense que ça pourra jouer, on verra. Même, je trouve que Phillips pourra nous surprendre. Hein. Ouais, bien sûr. Tu vois. Donc, en tout cas, moi, je suis pas fâché que le volume 2 Ahmed soit terminé. Tu vois, une série qui a des covers de John Romita Jr. à tous les numéros, c'est forcément un red flag. je rigole. La petite balle perdue. C'est une blague. En plus, il y avait des covers qui étaient sympas pendant ce run. Alors, oui. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on va pouvoir passer à la partie des écrans. Mais, j'ai complètement oublié en intro de ce podcast juste de faire un petit merci, même un gros merci à notre partenaire Pulp. Bye. Je m'en suis aperçu. Non, mais parce que voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique en ligne. Il y a encore la sélection du Focus Pulps qui est en ligne. N'hésitez pas quand même. C'est quand même grâce à eux aussi que les First Print Awards peuvent se faire, parce qu'ils sont notre sponsor là-dessus. Mais surtout aussi remercier nos tipeurs et tipeuses, grâce à qui on peut faire ces podcasts depuis des années, puisque notamment on a eu des nouveaux types depuis la dernière fois on enregistrait le front page. Alors c'est la règle, on envoie un gros merci à Jules, à Johan et à DJMV33 pour leur soutien, et donc merci aux 138 personnes qui nous permettent de voir le podcast sur le long terme. N'hésitez pas à les rejoindre, plus on est de fous, plus c'est cool. Corentin, justement, on parle, enfin aucun rapport, hein, mais on passe du côté des écrans à présent, du côté de la série télé. Petite nouvelle un peu triste, c'est que la série animée Tales of the TMNT a été annulée après 2 saisons, et ça n'a pas grand-chose à voir avec la qualité de la série. Non, parce que la série était très bonne. Enfin, très bonne, c'est une bonne série. Jeunesse pour les Tortues Ninja, qui sont de façon, par définition, des personnages qu'on a présentés comme des héros jeunesse depuis 87. Donc, voilà, c'était effectivement assez surprenant, mais en même temps pas tant que ça. Je veux dire qu'avant de lancer Paramount+, le groupe Paramount, avant le rachat par la famille Ellison, avait déjà passé un accord avec Netflix pour l'exploitation, la sous-traitance de plusieurs productions Nickelodeon. Et là, Paramount, du coup, va probablement refaire la même chose, c'est que ils annulent la série Tales of the TMNT dans l'idée de relancer la marque Tortue Ninja chez un autre diffuseur. Donc un peu comme Warner Bros avait fait avec Batman Cape Crusader, où c'était trop cher de la produire en interne, donc ils se sont associés avec Prime Video, qui a accueilli le projet les bras et le chéquier ouvert, avant de le balancer à la flotte, en mettant tous les épisodes disponibles en une seule fois. Donc des fois, c'est un peu le problème aussi des coproductions, c'est le diffuseur qui a tout pouvoir et qui donc
Lui, c'est pas ses marques à lui, hein, qui poussent la marque de quelqu'un d'autre. Donc des fois, ça donne des résultats un peu chancelants, on va dire. Après, il y a l'exemple inverse de Sandman, tu vois, que Netflix a bien traité, avec une diffusion en 2 parties, un épisode bonus. C'est malheureux ce qui est arrivé ensuite, mais voilà. Maintenant, ça s'inscrit dans une stratégie plus globale, en fait, et on fera un point tout à l'heure, un petit point un peu rapide, pour résumer ce qui arrive justement à Paramount en ce moment. Mais pour rappel, donc Paramount Global a été le groupe Paramount Global qui intègre Paramount Pictures, et donc Nickelodeon, a été racheté donc cet été par la famille Ellison, les fondateurs de Oracle Technologies, et le fils David Ellison est lui-même un mec qui a des plans de conquête un peu particuliers. Mais la fusion de ces deux entités, comme d'habitude, fait qu'il y a une grosse réorientation des priorités sur les IP. Alors tu vas me répondre, mais Tortue Ninja, c'est une IP. Mais Tortue Ninja, c'est une IP. Eh oui, Arnaud, bien sûr. Mais a priori, c'est pas une IP qui est aussi conséquente que Bob l'éponge ou que... Ah bah ça... Ou que d'autres... C'est normal, hein, c'est normal, Bob l'éponge, le roi. Le rédac chef de comicsblog.fr qui peut faire Bob l'éponge à Tortue Ninja. Non, mais j'adore Bob l'éponge quand même. Ouais, c'est vrai que c'est un mec bizarre. Et donc, ils comptent effectivement insister sur les marques qu'eux considèrent comme étant prioritaires. En théorie, quand tu vois les chiffres de Mutant Mayhem ou les chiffres de l'animé, je pense qu'ils ne devaient pas être extraordinaires non plus. Mais bon, néanmoins, quand même, Tortue Ninja, il y a eu plusieurs jeux vidéo depuis quelques années. Il y a eu un film, il y a eu un court-métrage, il y a eu cette série animée. C'est une marque qui va bien. Il y a eu les comics. Il y a eu le phénomène d'édition The Last Ronin 1. Parce que le 2, bon, voilà, mais moi, j'avoue, je comprends pas trop ce choix. En dehors du fait que, évidemment, voilà, Paramount, en fait, comme d'habitude, verrouille les écoutilles et décide de plus prendre aucun risque. Comme à chaque fois qu'il y a eu les fusions, il faut l'amortir, la financer. De la même façon qu'ils comptent effectivement investir moins d'argent dans la télévision, qu'ils ont fermé beaucoup de boîtes en Amérique du Sud. Là, il y a déjà plus de 1600 mises à pied, ou départs volontaires, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'adhèrent pas à la philosophie des Ellison et qui décident volontairement de se casser. Ouais, on peut comprendre. Et j'en reviendrai tout à l'heure là-dessus, mais globalement, peut-être qu'il serait aussi intéressant de considérer des variables plus idéologiques dans l'équation. Ouais, c'est un petit peu dommage. Après, bon, il y aura sûrement une nouvelle série animée Tortue Ninja un jour ou l'autre. C'est pas. Oui, peut-être chez Netflix qui avait déjà produit, Rise of the TMNT, tu vois, à l'époque du partenariat avec Paramount. Donc voilà, c'est pas du tout idiot de considérer que la marque Tortue Ninja, elle est indévissable. Elle va pas s'éteindre. Non, c'est sûr. C'est clair. Elle a déjà suffisamment marqué les générations. Par contre, Paramount Plus, déjà, si vous n'êtes pas abonné, vous l'avez pas vu, la série animée. Et de fait, elle a pas eu un gros retentissement. Même nous, on n'a pas fait de podcast dessus, tu vois. C'est vrai. Un peu bêtement, d'ailleurs, mais la saison 2 arrive en décembre. Ça, c'est l'avantage aussi. C'est qu'ils ont décidé quand même de diffuser la saison 2. Ils ont pas fait une David Zaslav en disant, bah non, on annule tout et puis c'est tout. Là, bon, on aura au moins droit à une sorte de fin canonique, sachant que de toute façon, c'est les mêmes personnages que Mutant Mayhem 2. Et c'est produit par les mêmes personnes, les studios Point Grey de Seth Rogen et Evan Goldberg. Donc, techniquement, cet univers-là, il va pas s'arrêter. La saison 2 va sortir et ensuite, on vous donnera rendez-vous pour le film suivant, qui va être produit, diffusé en 2027. Donc, voilà. Pour cette version de la franchise, on va juste perdre la 2D, quoi, grosso modo. Ouais, je suis d'accord. Mais du côté, par contre, à l'inverse, ça se développe du côté de chez Warner, puisqu'ils ont annoncé un spin-off de Superman dédié à Jimmy Olsen, qui n'a pas de titre pour l'instant. Certains trades avaient dit que ça s'appellerait DC Crime. James Gunn a débunké dans la foulée ça. Par contre, il a validé de facto l'existence de ce projet, donc qui permettra à l'acteur dont j'ai plus le nom de reprendre son rôle de Jimmy Olsen, qui était ma foi plutôt sympathique dans le film. Je sais pas ce que t'en avais pensé. Non, très bien. Après, c'est pas le personnage à qui j'aurais confié un spin-off. Mais le truc, c'est que ça a l'air, vu à qui ça a été confié, ça a vraiment l'air d'être une sorte de mockumentary façon vie de rédaction d'un grand journal dans un monde avec où on enquête sur des super vilains. Ils ont dit que ce serait Gorilla Grodd qui serait impliqué dans cette première saison, donc à voir comment ils vont faire, parce que c'est quand même un personnage assez costaud en fait, donc tu vois mal s'opposer à des journalistes. Mais dans les faits, alors l'équipe créative qui s'occupe de ça. Attends, je vais te retrouver juste le nom de ces personnes.
c'est Dan Perro et Tony Yasanda, et ils ont fait en fait une série qui s'appelle American Vandal sur Netflix. Je sais pas si tu l'as regardé. Pas du tout. Bah, moi je l'ai pas encore regardé, mais j'ai vu le trailer et du coup je vais la regarder parce que c'est complètement mon délire. En fait, c'est une sorte de parodie de toutes les séries true crime qu'on voit à l'heure actuelle et qu'on a depuis des années, sauf qu'en fait au lieu de s'intéresser à un vrai fait divers là, parce qu'il y a, tu sais, il y a une voisine là, une merveilleuse voisine qui vient de sortir, qui est absolument horrible en fait, sur une dame qui bute sa voisine noire juste parce qu'elle est raciste, quoi, en gros, sous prétexte que sous le prétexte d'une querelle de voisinage qui dégénère, en fait. Tu vois le truc qui est complètement affreux, quoi. Mais là, à la place d'avoir une sorte de fait divers dans ce genre de truc là, ou d'avoir un vrai truc sur des crimes, un tueur en série, c'est une enquête sur quelqu'un qui a tagué des bites sur un parking de lycée. Et genre tu vois en fait tout un tas de voitures avec plein de bits. Qui a tagué les bits? Et c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, t'as vraiment le mec là, ouais, celui-là il a l'air trop weird et tout, il est toujours tout seul dans la classe, donc c'est sûr c'est un mec qui dessine des bits et tout, et ils le font vraiment. Et le truc c'est que c'est filmé premier degré, avec vraiment des gens qui témoignent comme ça en disant ouais, personne n'aurait pu penser qu'il ferait ce genre d'agisme. Ça a l'air c'est complètement absurde, mais voilà, ça a l'air complètement génial. Donc voilà, donc je vais regarder ça avec attention. Et donc voilà, eux ils se sont spécialisés là-dedans. Ils avaient aussi fait une série qui s'appelle Players, qui est pareil, une parodie de série documentaire sportive. Celle-là que j'ai. Ouais, ce sera un documentaire, quoi. Bah c'est ça, mais à mon avis c'est parfait, hein, tu sais, à la The Office en fait. Ouais, bah oui. Presque The Office dans la rédaction du Daily Planet, et avec voilà des enquêtes où avec des journalistes qui sont évidemment un peu dépassés parce que ils doivent faire avec soit des super vilains qui font vraiment des dingueries et du coup bah tu peux rien faire forcément, ou alors justement tu t'arrives à t'en sortir mais par l'absurde, parce que ils vont réussir à s'en sortir. Ça va être comme la scène où Superman boit son chocolat chaud et derrière il y a la Justice Gang qui est en train de tabasser un monstre géant. Ouais, c'est un peu je pense un peu dans ce genre de décalage, ouais. Mais voilà, mais pour le coup, je suis ultra chaud en fait de cette orientation là. Ouais, bah, apparente en tout cas. Tu me le vends bien. Après, effectivement, ça peut être produit à pas cher aussi. C'est ça l'avantage, c'est que Jimmy Olsen, alors même s'il y aura Gorilla Grodd, pas cher. Hein? C'est où pas cher? C'est dans le Loir-et-Cher. D'accord, ok. Tu vois, Loir-et-Cher, pas cher. Ouais. Attends, t'as vu? Rebond. Ouais, ça donc, donc, ça peut être produit pour peu d'argent, c'est l'avantage aussi, même si Gorilla Grodd, il faut quand même un certain budget, mais les mockumentaries, c'est qui peu d'argent? J'ai dit pour peu d'argent en plus. Oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est qui peu d'argent. Oui, j'ai dit pour peu d'argent. Oui. Ah, pour la destination de peu oui, c'est ça, voilà, tu vois. Du coup, je vais maintenant, c'est pour extraordinaire. C'est pour HBO Max en plus, du coup, ça n'a rien à voir. Néanmoins, voilà, on sait aussi que les sitcoms dans les univers de super-héros, ça ne marche pas. Confère Powerless, rappelez-vous. Qui était génial. Non, qui était pas génial. Qui était vraiment très bien. Non, c'était un sitcom basique. C'était rigolo. C'était rigolol. Qui était vraiment pour nous, en plus, c'était vraiment des gags très pointus de, ouais, imagine, qui machin et tout. Ou même le produit, la série Damage Control qui n'a jamais eu lieu. Donc, à voir, je sais pas. Moi, je pense que Jimmy Olsen, participant du succès de Superman, et on voit quand même que Warner Bros a vraiment envie d'insister sur Superman a été une victoire. On en est très content. Il a fait de l'argent. Puis en fait vos gueules et voilà, avec Man of Tomorrow qui sort à côté. Moi je suis plutôt client sur le papier. J'espérerais quand même justement que la marque DC Comics prenne d'autres directions que seulement le microcosme de Superman, puisque pour l'instant dans les films qu'on a en dehors du côté les monstres, enfin de Clayface quoi, grosso modo, on a vraiment que Supergirl et Man of Tomorrow pour le cinéma d'ici les 2 prochaines années. Donc ça fait déjà 2 trucs qui partent un peu de Superman, même si Supergirl c'est un truc un peu séparé, on va dire. Enfin, ça reste quand même de la même branche, mais voilà, moi j'aimerais bien aussi qu'on nous annonce des trucs un peu un peu différents de juste Peacemaker et Superman. Parce qu'il y a quand même beaucoup de héros dans l'univers DC, y compris des super-héros que tu peux faire, à mon sens, pour pas cher et à destination d'un public large, tu vois. Ouais. Et autre projet, et je suis sûr que toi tu as bondi de ta chaise quand tu l'as vu tomber, c'est donc une nouvelle adaptation de V for Vendetta, ouais, en série HBO. Ouais. Donc le traitement Watchmen, le traitement The Penguin, quoi, le traitement grande série a priori pour cette œuvre culte d'Alan Moore et de David Lloyd. Et le traitement BBC a priori également, parce que c'est coproduit. Non, mais dans le sens où c'est des créateurs, donc ils ont déjà travaillé avec la BBC, mais c'est HBO vraiment département britannique. Hein. C'est produit depuis l'Angleterre. En même temps, c'est une série purement britannique, donc. Tout à fait, voilà. Bien sûr. C'est produit depuis l'Angleterre, pardon, par des créateurs britanniques.
C'est un vrai sujet parce que c'est pas la première fois déjà que Warner Bros annonce une relance de V pour Vendetta. Il y a eu plein d'autres tentatives. Ils avaient pas voulu faire une suite? Peut-être, hein. Mais bon, ça aurait été complètement idiot. Il faut rappeler que déjà le film de James McTeague, j'ai du mal aujourd'hui, produit et écrit par les sœurs Wachowski, c'est une version très très différente du comics V pour Vendetta. Dans le comics V pour Vendetta, V, quoi qu'il soit, effectivement romantique, inspiré par le fantôme de l'opéra aussi, hein, d'ailleurs. Entre autres choses, il y a plein Night Raven aussi, le Comte de Monte Cristo, enfin, il y a beaucoup de référents qui ont inspiré V. C'est un anarchiste. C'est-à-dire que c'est pas juste un vengeur politique qui veut dégommer l'équivalent local de George Bush, Tony Blair et des groupes pharmaceutiques, quoi. C'est vraiment la version du film, en fait, qui est une sorte d'incitation tacite à interroger le pouvoir, les conditions d'accès des fascistes au poste de responsabilité et le complot pharmaceutique qui va avec. Enfin, c'est très 9/11 was an inside job, le film, tu vois. C'est très, les puissances sont fait élire grâce à ce qu'on appelle un false flag, c'est-à-dire qu'ils ont appelé à une révolte patriote pour se faire élire au pouvoir et après ils ont gardé le pouvoir. Très 1984 aussi au niveau mise en scène, ce qui est pas du tout dans la BD. La BD, à l'inverse, c'est l'anarchie doit prendre le contrôle. Les anarchistes, c'est-à-dire que les idées qu'il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir centralisé, il n'y a pas de pyramide, c'est chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est tout. Donc c'est vraiment un brûlot, en fait, anarchiste. Il y a beaucoup de trucs qui ont été enlevés, comme le flic qui visite l'équivalent local de Auschwitz, on va dire, en prenant du LSD. Et qui, du coup, dans les BD d'Allemand, il y a toujours un mec qui prend du LSD. Ça, c'est une constante, hein. Et qui, du coup, voit les fantômes qui lui parlent. Le rapport entre V et Ivy, très différent aussi, parce que c'est une prostituée mineure dans le comics. C'est l'assistante, enfin, c'est une assistante de production pour une chaîne de télé dans le film. C'est beaucoup moins glorieux, hein, ce qui lui arrive au début, on va dire. Et c'est beaucoup plus général, c'est-à-dire qu'on nous explique dans le paragraphe d'introduction de V pour Vendetta que le monde est en ruine, que les États-Unis sont frappés par la peste. Dans le comics V pour Vendetta, l'Angleterre est quasiment le seul pays qui reste sur Terre. Parce que les autres pays se sont tirés les missiles nucléaires sur la gueule, tu vois. Donc c'est voilà, pour moi, il y a matière à faire une vraie adaptation littérale, case par case, de V pour Vendetta. En plus, c'est une idée qui est très bicéphale parce que il y a une grosse interruption entre le moment où il a commencé chez Warrior et le moment où il l'a terminé chez DC Comics. Enfin, il étant Alan Moore, hein, avec David Lloyd. Donc les thématiques ont beaucoup évolué. Au début, c'était vraiment une BD sur Thatcher, sur la politique de Thatcher, comment Thatcher allait être battu et l'Angleterre allait se retirer des accords nucléaires pour justement éviter de participer au bain de sang et à la fin du monde à cause des missiles. Et après, c'est devenu une BD beaucoup plus noire sur l'anarchisme, sur la théorie anarchiste et compagnie. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ça. Je sais pas, en fait, parce que pour moi, c'est pas une IP pour Vendetta, tu vois. Certes, il y a eu un film, il a été super important pour la culture des années 2000. Il a fait naître le mouvement Anonymous directement ou indirectement. C'est un film culte, il est génial. Je l'aime beaucoup, mais est-ce que c'était pas la meilleure version de ce qu'on pouvait espérer d'une adaptation de V? Parce qu'une adaptation littérale, elle aurait beaucoup de plomb dans l'aile au sens temporel du terme. Tu vois, c'est-à-dire que déjà, c'est compliqué de faire avaler au grand public et par des scénaristes probablement pas convaincus par le bien fondé de la démarche ce que c'est que l'anarchisme, comment V l'explique et comment Moore te l'explique. C'est compliqué à rendre, ça, comme discours. De fait, ça reste un héros qui est un assassin et qui est un vrai terroriste au sens propre du terme. Tu vois, enfin, et puis c'est les années 80, quoi. Genre, dans le film, voilà, il y a les écrans, il y a les écrans de télé qui sont très présents. À l'époque, c'est la radio, hein, c'est le leader parle avec son ordinateur qui est une IA, pour le coup, ça c'est assez rigolo en un sens, et qui pense que c'est l'ordinateur la machine qui doit diriger le système. Il y a des choses à faire. Moi, franchement, je suis super curieux. Parce qu'en plus, le pédigré des mecs a l'air intéressant. C'est HBO. C'est Alan Moore. Tu vois. Mais je demande à voir parce que vraiment, ça peut être très casse-gueule. Très casse-gueule. Parce que les Wachowski ont compris qu'il fallait moderniser. Et pour Vendetta. Mais à l'inverse, t'as envie de dire que la BD, prise dans son contexte, elle serait super intéressante à être présentée telle quelle en place publique à des gens qui n'auraient pas les codes de ce qu'est Alan Moore, ce qu'était le contexte de l'époque et tout. Donc, à voir. À voir. Si ça va au bout de la démarche, je suis curieux. Et toi, Arnaud, t'es curieux? C'est vrai, je me suis même pas posé la question, en fait. Bah oui, c'est vrai. T'as une hésitation, là? Ouais, non, mais curieux. Bah, par définition, moi, je suis quelqu'un de curieux, en général, donc j'attends de voir je pense que ça va, je pense que si ça adapte
plus fidèlement la BD et que ça prend la place qu'occupe le média sériel en fait par rapport à un film, ça ira plus au bout des choses, en tout cas que ce sera plus intéressant. J'imagine qu'il y a un propos qui résonnera aussi, hein, forcément d'actualité quand même. C'est pas pour rien qui décide de l'adapter. Sur le fait de tuer les dirigeants du pouvoir. Oui, je pense que c'est d'actualité. C'est quelque chose qui, voilà, c'est à mon sens, surtout un pouvoir autoritaire en fait, quoi, de lutte contre l'autoritarisme. Donc là-dessus, je suis assez. Après, c'est comme d'hab, hein, tu sais, il y a des gens qui ont pas compris Watchmen et qui pensent que Rorschach est le héros. Donc il y a peut-être des gens qui vont aussi prendre ce genre de truc, ou qui diront ah là là, V c'est devenu woke, tu vois. Tu peux être sûr en fait, tu peux être sûr que ça va être ça. Tu vois, même le film, hein, je veux dire, le journaliste qui entrepose des copies du Coran chez lui parce qu'on t'explique que l'islam a été interdit. Tu vois, ça encore aujourd'hui, ça peut résonner dans le présent. Ouais, bah ouais, complètement. Donc non, de base, oui, je suis curieux sur le projet. Par contre, ça me fait toujours un peu doucement rire sur le côté, on continue d'adapter des trucs d'Alan Moore alors qu'il veut vraiment plus en avoir à faire, mais bon, ils l'ont fait avec Watchmen, donc il y a pas non plus de surprise sur le fait qu'ils veulent. Et c'est pas de ça, enfin, désolé, c'est malheureux pour la volonté d'Alan, mais après, voilà, il a fait des BD qui sont tellement bien que, évidemment, que tout le monde veut encore les adapter, quoi. Et puis, encore une fois, il a signé un gros contrat d'édition, il est pas dans la misère, c'est trop tôt. Non, bah moi je suis beaucoup plus curieux par contre. On gagnera pas cette bataille, tu vois. Oui, c'est sûr, mais disons que vu qu'il y a déjà une adaptation, je suis pas forcément persuadé qu'il fallait vouloir en refaire une, et en l'occurrence, si on parle d'Alan Moore, je suis beaucoup plus curieux de voir l'adaptation du Grand Camp sur la BBC, parce que là c'est quand même un univers qui a plus rien à voir et qui est fort de promesses visuelles que j'ai vraiment très hâte de voir, parce qu'il n'y a pas eu de BD. Sans le vouloir aussi, Moore il revendique un peu V pour Vendetta, même s'il a pas aimé le film, parce que le mouvement Anonymous l'a vachement inspiré. Il s'est dit c'est aussi grâce à mes idées que on a eu un collectif de hackers qui pensait pouvoir faire tomber l'économie mondiale. C'est pas arrivé, hein, évidemment. Mais lui, il était en mode, il allait les voir. Tu vois, il était allé voir les mouvements Occupy et compagnie qui portaient le masque de Guy Fawkes, en disant, voilà, je suis content de voir que mon héritage passe aussi par ces mouvements de contestation, tu vois. Donc, je pense qu'il est beaucoup moins salé avec ça aujourd'hui. À mon avis, ils s'en bat les couilles, en fait, tu vois. Il hausse les épaules en mode, oui, il s'en fiche. Warner Bros fait de la licence avec mon travail. C'est comme ça. Maintenant, moi, je suis dans la littérature. Oui, non, mais effectivement, il y a sûrement une forme de désintérêt parce qu'il a dû faire le deuil aussi de ça en fait, quoi. J'imagine, je sais pas, j'irai à Northampton un jour et j'irai lui poser la question. Écoute, mais on va terminer avec la partie cinéma. On a Redcoat, les comics de Geoff Johns qui sont en voie d'adaptation pour le cinéma avec Geoff Johns qui va s'occuper de faire le script de l'adaptation de ses propres comics. Et c'est le retour de qui? C'est le retour de Charles Roven. Ah, il est de retour. Bah, est-ce qu'il a jamais quitté le... Si, ouais, depuis Justice League Part 1. Enfin, la version Whedon. Non, mais il s'est pas arrêté de travailler. Non, mais il a plus produit pour Warner, enfin, pour Warner Bros aussi, remarque, je pense. Bah, si, il a produit Oppenheimer avec, bah oui, quand même. Il était pas tout seul, en l'occurrence, mais c'est un peu son seul fait d'armes récent. Auparavant, c'était les films d'essai et Uncharted. C'est bien ça. Charles Roven, donc c'est un grand producteur, de Hollywood qui est connu pour avoir fait, enfin pas fait incarcérer, c'est pas lui qui a fait incarcérer John McTiernan a menti à un agent fédéral, mais c'est à la suite du film Rollerball qu'il y a eu les conflits entre McTie et Charles Roven, ce qui fait que les cinéphiles le détestent. Il a fait pas forcément à tort. Il a produit The Killer aussi, le remake de John Woo. Tout à fait, qui était le nouveau là. Ouais, sur Netflix en plus. Pas terrible, cette version. Ouais, je peux pas regarder. Par rapport à l'original qui était extraordinaire. Et donc effectivement, c'est un Roven. Pourquoi j'en parle? Parce que c'était un ami de Geoff Johns. Ils ont un peu piloté ensemble avec John Berg, l'ancienne structure DC Films, qui a co-créé entre guillemets la franchise qu'on appelait à l'époque le DC Extended Universe, le DCEU. Et donc ensemble, on travaillait sur Wonder Woman, Suicide Squad, Batman v Superman et Justice League du coup. Et ils sont a priori restés proches, au point que, effectivement, Geoff Johns a réussi à placer l'adaptation de Redcoat chez Atlas Entertainment, donc la boîte de Charles Roven, pour en faire un film qu'il écrira lui-même. Donc Redcoat, pour rappel, c'est l'histoire de Simon Pure, qui est une tunique rouge, donc un soldat de l'armée britannique, pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Donc à l'époque où les États-Unis, refusant de payer l'impôt exigé par le Royaume-Uni par la couronne d'Angleterre, et considérant qu'ils n'ont pas de représentation au Parlement britannique, ne voulaient plus du coup appartenir à la fédération. Il y a eu une guerre que les États-Unis ont gagnée et proclamèrent leur indépendance
en 76. Du coup, c'est pas non plus idiot parce que là, l'année prochaine, on fêtera l'anniversaire des 250 ans de l'indépendance américaine. Redcoat rentre de plein pied dans ce corpus thématique. Oui, ouais, t'as raison. Donc là, dans Redcoat, raison, on nous explique que les pères fondateurs américains étaient en fait plus que des francs-maçons, c'était vraiment une secte rituelle, religieuse, spirituelle, avec des pouvoirs magiques, et qu'ils ont volé en fait la magie aux Amérindiens, aux Premières Nations des États-Unis, pour devenir immortels. Simon Pure tombe par hasard sur une de ces cérémonies, intercepte le rayon qui devait rendre Benjamin Franklin immortel, et ça a l'air débile quand je le dis. Et après, un jeune Einstein va venir le voir pour lui dire que sa sœur a eu des visions, que les États-Unis allaient être mis à feu et à sang par la secte des pères fondateurs, et que Pure, étant de fait affilié parce qu'il a les mêmes pouvoirs qu'eux, doit aider le petit Albert Einstein, Einstein, voilà, j'ai un trou, à empêcher les pères fondateurs des États-Unis de bousiller la nation. Voilà, façon Indiana Jones, mais historique. Voilà. Donc c'est cool pour Geoff Jones, il a remporté le pari entre guillemets d'avoir quitté DC et d'avoir réussi à monter son petit empire de franchise. On le voit que ces productions modernes sont vraiment taillées pour être adaptées, oui. Comme Rock Exodus, comme Hyde Street. Rock Exodus, c'est quand même, à mon avis, un peu plus compliqué de vouloir en faire une adaptation, mais tu vois, en vrai, il y a beaucoup de décors naturels que tu peux imaginer. Ouais, mais avec les costumes, le nombre d'animaux à faire intervenir et tout ça, c'est pour se retrouver avec des hordes de loups et de facochères en CGI, merci quoi. De toute façon, ils vont pas dresser un facochère géant. Oui, mais c'est pour ça, non, mais gardons ça en BD en fait. Bon, il faut trouver une tortue géante et mettre des tanks sur le dos aussi. Yes. Gardons ça en BD qu'il est aussi. Débile, l'univers de Geoff Jones, c'est merveilleux quand même. Mais donc oui, en tout cas, voilà, il a remporté son pari. Là, pour l'instant, c'est un éco-stade de la pré-production, puisque Geoff Jones doit écrire un script qui sera ensuite présenté à Atlas. Néanmoins, encore une fois, ils sont proches, donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Atlas qui a 4 projets sur le feu, je crois, actuellement. Donc, ce serait cool, en tout cas, que ça se fasse, ne serait-ce que parce que ce serait une nouvelle licence. Moi, je n'ai pas contre, Hollywood, des nouvelles licences. Parce que c'est probablement l'un des comics les plus divertissants de Geoff Jones. C'est très cadré, c'est vraiment du Indiana Jones, avec un personnage un peu à la Han Solo, rigolo, baroudeur, un peu coureur de jupons et tout. Franchement, moi, je suis pas spécialement contre. Je veux dire, c'est marrant, Redcoat. C'est pas extraordinaire, mais c'est marrant. Et j'aime bien l'idée un peu, pas Rags to Riches, parce que, je veux dire, pas Success Story non plus, parce que, de fait, Jones, il a été président de studio avant. C'est pas un petit scénariste qui se lance et qui arrive à gravir Hollywood avec ses petits bras. Mais, néanmoins, le fait de quitter DC pour réussir après à monter un petit empire de ses mains, ouais, c'est cool, tu vois, ça prouve que tu peux réussir en indé avec le bon carnet d'adresse, évidemment. Mais voilà, on verra. Yes, merci beaucoup Corentin. Et on va terminer ce podcast avec la bonne nouvelle du jour, peut-être, je sais pas. Colin Farrell qui aura le rôle titre pour Ordained, le fameux comics de Derek Kolstad, Robert Venditti et j'ai plus le nom du dessinateur maintenant, c'est malin. Je vais devoir faire appel je peux pas t'aider à ma mémoire fantastique. En fait, le problème, c'est que le comics n'est pas sorti aussi, donc forcément, c'est dur de s'en rappeler puisqu'on n'a même pas pu le lire, mais qui est présenté depuis les débuts comme un John Wick avec un pasteur, puisque Corentin avait déjà fait le résumé dans ce podcast, mais c'est en fait l'histoire d'un pasteur qui soigne un chef de guerre mafieux, enfin un chef mafieux. Qui va administrer l'extrême-onction, l'ultime confection. Oui, non, pardon, pourquoi je parle de soigner, c'est pas un médecin, c'est un pasteur, oui, qui lui fait les derniers rites, alors parce que le chef de guerre, le chef mafieux est sur son lit de mort, en gros, et donc le mafieux lui confie tous ses crimes, tout ce qu'il a fait. Sauf que miraculeusement, il s'en sort quand même. Et donc là à partir le mafieux se dit mais merde, mais il y a un pasteur qui est au courant de tout ce que j'ai fait, donc faut aller le buter. Il va baver forcément. Non, c'est ça, parce qu'il va. C'est possible en plus les curés normalement s'il y a confession d'un crime, les curés peuvent. C'est pas le secret de Dieu, je sais pas quoi. Je crois que quand il y a, en tout cas dans la loi française, t'es obligé de témoigner en tout cas si tu sais un truc très grave. Ouais, je sais pas, je suis pas pasteur, j'ai jamais été. Le pédophile par exemple, t'es obligé de témoigner. Pardon, c'est très facile. Je suis désolé. Ouais, c'était facile. En plus, c'est pas les pasteurs. C'est pas les pasteurs. Non, c'est les curés. Mais donc, Corentin. Oui. Qui vient de se mettre à dos tous les curés de France qui nous écoutent. J'espère que les curés ont de l'humour par rapport à tout ça. Voilà, le problème, c'est que, justement, donc, le mafieux envoie ses sbires, aller buter le pasteur, mais le pasteur, manque de bol, c'est sûrement un ex-GI ou un ex-militaire ou un ex, je sais pas quoi, mais. C'est ça. C'est littéralement ça, un ancien militaire. Voilà. Et donc, il a encore des flingues et des réflexes de félin.
Voilà. Et donc, il va forcément pouvoir défendre sa vie. Qu'est-ce que c'est con comme pitch, ça aussi. Hein. Ouais, mais bon, c'est de la violence, oui, c'est de la violence gratuite, donc on est content, mais... Exactement. Bah, de toute façon, ça participe de l'essor de tous les films à la base de je suis un vieux mec un peu âgé qui tape des types, quoi. Oui, c'est les quadragénaires musclés qui est devenu vraiment... C'est Robert Venditti et Trevor Hairsine, voilà, c'est Trevor Hairsine, c'est ça. C'était pas lui au début, mais après c'est lui qui a repris. C'est ça. D'abord, c'était pas Raoul Allen ou un truc comme ça. Si, c'est ça. Ouais, on avait vu les premières planches de Allen à l'époque. Ouais. Et après, et finalement, ça s'est pas fait. Ouais. Pourquoi d'ailleurs? Bah parce que ça a pas dû coller, puis voilà. Oui, probablement. Mais c'est bizarre quand même, parce que tu sais, avec toute la preview qu'il avait fait, il avait probablement. Ouais, je sais bien, mais après, tu sais, s'il a été pris par un autre projet, si finalement le truc se plaisait pas, s'il y a eu des brouilles avec l'auteur ou avec Derek. Il y a sûrement pas de scandale. Et puis il y a des trucs. Hein. Bah un scandale peut-être. Enfin un scandale c'est vite dit quoi, puisque c'est. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est quand tu fais une création originale, tu déposes en fait la marque. Donc mais c'est pas que c'est pas des chez Bad ID, c'est pas du créateur. Non, ça tu n'as pas écouté le podcast avec Joshua Dysart et Alberto Ponticelli cette année, puisqu'on explique le modèle dedans et non c'est pas du creator owned en tant que tel quoi. Okay. Donc c'est très bien payé, mais c'est pas les droits ne leur appartiennent pas. Et donc là je pense que en l'occurrence c'est. Après il y a eu un vrai rapprochement entre Venditti et Kolstad. Parce qu'ils ont fait Planète Death aussi, de toute façon, mais il y a toute une entreprise de Bad ID avec Derek Kolstad, qui est donc le créateur et co-scénariste du premier film John Wick. Donc c'est oui, là le pont vers le Cinoche, il était acté à partir de bien sûr. Et puis ça c'est un projet qui est très facile à adapter dans le sens où, comme tu viens de le dire, il y a déjà beaucoup de produits qui ressemblent à ça actuellement sur le marché, comme Tyler Rake. Bon, Atomic Blonde, ça date un petit peu, tu me diras, mais même. C'était dans la même mouvance. On pourrait considérer même que The Old Guard, c'est un peu la même chose. Enfin, non, alors peut-être un peu. Non, mais c'est un peu différent, mais. Non, mais t'as les Taken, The Equalizer. Voilà, c'est des films de cascadeurs, en fait. C'est des films de cascadeurs. C'est des films où la baston est l'argument moteur du truc plus que le scénario. Il y a plein de BD qui ressemblent, comme Kill All Immortals, tu vois, qui ressemblent vachement à ça aussi. Enfin, c'est pas du tout original. C'est un peu le problème, c'est, même sans l'avoir lu, j'ai l'impression de le connaître, ce truc, tu vois. Oui, je suis pas sûr, à part que moi j'aime bien quand même le dessin de Trevor, mais oui, je suis pas très certain du fait que la bande dessinée apportera grand chose, quoi. Ouais, c'est ça. Et bon, moi j'attendais un peu mieux de Colin Farrell quand même, qui a une belle filmographie. Je veux dire, là, il a fait le film de Kogonaga. Il avait fait After Yang déjà, après il en a refait un avec Margot Robbie, qui était complètement bizarre, ce film, trop chelou. Enfin, matez-le si vous pouvez, mais c'est vraiment trop bizarre. Très joli, mais trop bizarre. Qui a fait, les Banshees of Inisherin, les séries de Penguin, qui était quand même vraiment un produit prestige, hein, pour DC Studios. Au global, il a quand même il a un beau parcours. Moi, je croyais qu'il avait un peu passé cette période des films d'action un peu bourrins, qu'il avait fait à une époque. Donc, ça lui fera un chef, ça lui fera un petit cachet. De fait, c'est rigolo de demander à un Irlandais de jouer un pasteur, compte tenu de l'histoire du christianisme et du protestantisme au Royaume-Uni. Mais bon, voilà, si c'est Colin Farrell, oui, j'irai le voir parce que j'ai une certaine fidélité envers Colin Farrell. Et puis il a le droit d'avoir sa franchise de quadragénaire musclé aussi. Tu vois, c'est pas parce que le mec travaille avec Lantimos et avec Kogonaga qu'il a envie de s'interdire de rester un héros populaire dans l'imaginaire grand public. Mais effectivement, moi, c'est pas l'adaptation de comics que j'attends le plus. Tu vois, enfin, on les connaît. C'est normal, puisque tu l'as pas lu. En plus. Mais bon, voilà, si c'est juste pasteur musclé, défonce du mafieux à coups de mitraillette, je suis désolé, mais encore une fois, je ne suis pas dans la tranche de gens que ça intéresse beaucoup. Déjà, Tyler Rake, je trouve que c'est un peu un gâchis de temps et d'argent. Enfin, c'est bien, parce que je vais encore passer pour un élitiste de merde, mais c'est bien, c'est des films divertissants, c'est sympa. Mais le fait que ce soit un peu les seuls trucs de comics, parce que Tyler Rake, c'est du comics aussi à la base, qui arrive vraiment à se monter, comme comme Atomic Blonde, pareil, où le comics, c'est quand même très différent du comics, hein, Atomic Blonde. Il n'y a pas du tout la même générosité dans l'action, pour la BD, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui a donné lieu au film. Pareil pour The Old Guard, pour moi, c'est la franchise The Old Guard de Netflix a pas compris le BD de Ruka. Donc c'est un peu fatigant en fait qu'on soit forcément relayé à cette case de les seuls BD indés qui marchent et qui se font en fait, c'est les BD où ça bastonne des gens et des cascadeurs. Parce que je pense qu'elles se ressemblent un peu toutes en fait. Mais qu'on n'a pas beaucoup de renouvellement. Tu vois, on parlait de John Woo juste un peu plus tôt. John Woo, il faisait des films de cascadeurs qui étaient bien, qui étaient stylisés, qui étaient esthétiques, qui étaient un peu starbés et tout, il y avait de l'humour. C'était moins quadrillé que ce qu'on a aujourd'hui sur les plateformes et je trouve ça un peu dommage.
Yes, effectivement, difficile de s'emballer des masses là-dessus. Mais donc, Corentin, on en aura terminé pour ce podcast. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager un peu partout autour de vous, sur vos plateformes, sur vos réseaux sociaux, à commenter sur les différentes plateformes sur lesquelles on est présent, à poursuivre la discussion sur notre Discord. On vous rappelle que vous pouvez également prendre vos places pour les First Print Awards et surtout répondez au vote du public pour la grande finale qui a lieu jusqu'au dimanche 23 à minuit. Et vous pouvez également nous soutenir sur notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!